Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Le président Patrice Talon a placé son mandat sous le signe des réformes destinées à moderniser, à transformer notre pays, le Bénin. Et comme vous le savez, partout ailleurs au monde, les réformes font aussi grincer les dents. Nous allons en parler ce soir sur ce plateau avec Jacques Migan, ancien bâtonnier, acteur politique. Maître Migan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Créder. Merci d'accepter de venir sur le plateau de notre émission, invité du dimanche. Alors, quel regard portez-vous sur les réformes du président Patrice Talon, 2 ans et demi après sa prise de pouvoir? Avant de répondre à vos préoccupations, j'apprécie beaucoup l'émission. Et je m'en vais répondre à vos préoccupations aujourd'hui en disant que lorsqu'il a réconcilié les protestants, les fidèles protestants qui se battaient depuis des années et qui ont traversé plusieurs mandats, du général Mathieu Kérékou, paix à son âme, du président Boni Yayi, et qui n'ont pas trouvé la solution qui devrait leur permettre de prier ensemble Dieu. Mais le deuxième acte fort qu'il a posé et qui a déjà commencé à faire comprendre à nos compatriotes, à nous tous, qu'il est réellement engagé, c'est le choix des chefs-lieux des départements. C'était un acte fort, M. Prévert. Est-ce que vous savez que depuis 1999, on avait voté un test pour aller au choix des différents chefs-lieux de nos départements. On les a eus, les 12, mais on a conservé le statu quo. Il est arrivé au mois de juin, alors que d'aucuns disaient qu'il ne pourra pas le faire. Il faudrait qu'il pense aux sensibilités des uns des autres. Il faudrait qu'il sache qu'il est de telle région. Et non, sa préoccupation au président Patrice Talon, c'est l'intérêt du pays parce que, en décidant en Conseil des ministres, les différents chefs-lieux de département, c'est pour le développement du pays. Et il a lancé un appel fort en disant « Je suis prêt, je suis prêt ». Et comment comprendre que pendant des décennies, on a été incapable d'opérationnaliser donc ces 12 chefs de département et que lui, très rapidement, il a pu régler ça? Vous savez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y avait en lui, et il y a toujours en lui, la volonté de développement. Parce qu'il a compris qu'il fallait rapidement régler ce problème dans l'intérêt de nos départements. Alors que les autres chefs d'État étaient dans ce que nous appelons les opportunités politiques, les sensibilités politiques. Si je choisis telle commune, que diront les autres? Donc il y avait ce jeu de non-volonté. Les gens ne voulaient pas prendre cet engagement. Il n'y avait pas cette volonté politique dans l'intérêt du pays. Il n'a pas fait parce qu'il voulait faire plaisir à telle commune. Non, avant de le faire, il y a tout un travail d'analyse parce qu'il a compris qu'il fallait telle commune pour abriter le chef-lieu du département. Et on a vu que cette réforme a positivement impacté nos compatriotes. Absolument. Aujourd'hui, il est plus aisé pour nos compatriotes d'Alada de se faire délivrer leur carte d'identité sur place ça a réglé beaucoup plutôt de que choses. de venir à Cotonou. Ça a réglé beaucoup de choses aujourd'hui. Puisque hier, il fallait se déplacer, comme vous le dites, à juste titre, venir jusqu'à Cotonou, ou peut-être même à Bolmé-Calavi, puisque Cotonou était désigné comme répondant aux 2 départements et du littoral et de l'Atlantique. Il en est de même. Lorsque vous devrez obtenir un document, il fallait se déplacer à Porto-Novo en ce qui concerne le plateau et l'Ouémé. Non, je pense qu'il ne faudrait pas que les Béninois l'oublient. C'est une décision courageuse, une décision à saluer. Et ça a déjà permis aux uns aux autres de comprendre la direction, le chemin emprunté par le chef de l'État. Donc, c'est-à-dire, c'est l'homme pragmatique et l'homme courageux, je crois qu'il faudrait le dire, et qui se mettait au-dessus de tout ce qui pourrait être politique politicienne, c'est-à-dire à la détermination de l'homme qui en veut
c'est-à-dire qu'il veut que notre pays s'élève, que notre pays évolue. Donc il n'y avait pas de temps à perdre pour des questions politiciennes. Il fallait rapidement trancher. Est-ce que le contexte aussi n'était pas aussi favorable à cette capacité au chef de l'État, parce qu'on savait qu'en ce moment, il était encore dans la dynamique des réformes devant aboutir à la révision de la Constitution pour un mandat unique. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette dynamique. Vous savez, oui et non. Puisque quand il a été question, comme les gens l'ont dit, il bénéficiait de cette grâce. Il bénéficiait de cette grâce, mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que le chef de l'État a continué dans cette dynamique. Et vous pouvez, à travers les réformes, être impopulaire. Mais au finish, ce que l'on constate, c'est que c'est dans l'intérêt du pays. C'est comme nous le disons en ce qui concerne la route. Sans route, il n'y a pas d'entreprise. Sans électricité, il n'y a pas d'entreprise non plus. Et sans électricité, pas d'entreprise, pas d'emploi. Il a fait ce que les autres n'ont pas fait. C'est comment aller au groupe électrogène pour pallier un tant soit peu les difficultés des uns des autres. Et nous avions tous vu, constaté, et nous le vivons aujourd'hui, nous sommes en train de conjuguer au passé les problèmes d'électricité. Les investisseurs arrivent aujourd'hui parce que, je prends cet exemple d'un pharmacien dans ce pays qui voulait travailler avec des investisseurs étrangers, allemands pour ne pas les citer, mais quand ils sont arrivés, ils ont fait leur projet, ils ont parcouru le pays avec tout ce que ça comporte, mais ils ont fait marche arrière tout simplement parce qu'ils ont constaté que l'électricité faisait défaut. Tout est mis pour que l'accès à l'eau d'ici 2021 soit une réalité. Mais avant que ce ne soit une réalité, je voudrais mettre l'accent sur certaines communes de notre pays où depuis 1960, ils traversaient des calvaires. Ils vivaient dans absolument les collines. Oui. C'est parce que nous sommes ici à Cotonou, nous sommes à Porte-Novo, nous sommes dans les communes de Parakou, que nous ne vivons pas les réalités de nos compatriotes qui sont dans cette commune. Bonoko, vous y allez, c'est la boue, ce n'est pas l'eau potable. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les collines, à Dassa, il y a des projets de réalisation. Absolument. Oui. D'ici 2021, l'eau sera à la portée de nous tous. Et nous avions tous suivi ce qui s'est passé avec la Banque mondiale qui a mis à la disposition de notre pays, ça a été signé au vu au su de tout le monde, 220 millions de dollars, 70 millions de francs CFA, 110 milliards de francs CFA, pour que les communes du Bénin puissent enfin bénéficier de l'eau potable. Les 74 communes rurales, pour ne citer qu'elles, puisque nous avons 77, 3 municipales, Porto-Novo, Cotonou et Parakou. Mais il y a un travail formidable, une réforme formidable qui est en train de s'opérer. Les fonds existent. Nous sommes à la phase aujourd'hui de l'exécution pour permettre l'accès à l'eau à nos communes. Et ça a été signé devant au vu de tout le monde. Il y a une agence de l'accès à l'eau qui existe à la présidence et qui s'occupe de cette réalité sociale dans notre pays. Donc, quand nous voyons cela, c'est des réformes qu'il faudrait que nos compatriotes comprennent qu'un travail se fait, pas un gouvernement, pas un homme. Donc, je parlais tout à l'heure de l'accès à l'électricité pour le développement. Il en est de même de la centrale absolument, de Maria Greta, absolument, Maria Greta qui est dans sa phase. Il y a 60%, ils sont déjà à 60% de réalisation. Et pour les 120 mégawatts qui viendraient couvrir. Et d'ici là, je puis vous dire que le Bénin vraiment rentrera dans ce que l'on appelle un pays qui veut aller à l'émergence. Ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est pas une question de mots, M. Prévert. Non. Nous les vivons, nous les constatons. Et c'est en cela que je demande à chacun des Béninois, qu'est-ce que nous allons faire pour accompagner?
Je serai encore Mais d'avis. tous nos compatriotes n'ont pas la même lecture que vous. Écoutez, sur moi, la conduite de ces réformes. j'ai un problème. Oui. Jamais je ne dirai quand je n'ai pas touché. Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est du concret, c'est du réel. Et ça, sous nos yeux, à moins de 2 ans. Je vous donne un autre exemple en ce qui concerne nos enfants. J'ai fait partie d'une association qu'on appelle l'Association des ressortissants de la commune de Poso-Tomé, ADRP. Je ne suis pas de cette région. Je suis de l'Ouémé, pour être beaucoup plus précis, de Porte-Novo. Mais c'est pourquoi? Pour permettre aux enfants de pouvoir manger, d'avoir un repas par jour. Parce que vous ne pouvez pas, les gens ne pensent pas, nous sommes tous à Cotonou et nous ne savons pas ce qui se passe dans nos communes rurales. Les enfants peuvent maintenant retourner à l'école dans l'après-midi pour suivre les cours. Hier, ce n'était pas possible. Ils ne peuvent pas. Ils dormaient en classe ou des fois même, ils ne retournent pas en classe. Aujourd'hui, ces cantines sont salutaires. Et ça va permettre à ces enfants, de ces parents qui n'ont pas les moyens, de pouvoir dire mon enfant aussi peut être quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un demain. Donc, voilà des cantines, je vous avoue, qui sont des choses qui touchent le social. Et c'est là où il faut voir la volonté d'un gouvernement qui fait pour le Bénin. Ce n'est pas critiquer. Il faut voir. Mais en dépit de ces mesures, il y a des gens qui estiment que le gouvernement ne fait pas suffisamment dans le social. La priorité même du social, c'est l'eau, la vitalité. Mais indépendant de cette eau dont je viens de vous donner les infragants, prenons le microcrédit. Est-ce que les gens savent ce que ça représente pour nos mamans qui sont dans les marchés, pour nos femmes qui sont dans les marchés, pour nos sœurs qui sont dans les marchés? Leur allouer 50 000 francs pour leur permettre d'aller, de faire un petit commerce. Une maman viendrait me voir, pour emprunter seulement 10 000 francs CFA, ce n'est pas évident. Elle sera renflouée. Aujourd'hui, je vous dis, c'est possible. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est tout un mécanisme. Il en est de même de la formation. Nous sommes dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue. Beaucoup n'ont pas eu, je disais tout à l'heure, les moyens pour aller à l'école, pour des raisons INS. C'est peut-être parce que les parents n'avaient pas les possibilités pour leur assurer la formation scolaire, universitaire, et qui ont choisi d'apprendre un métier. Ou encore d'être dans les champs. Pourquoi pas, puisque l'agriculture, j'en viendrai là tout à l'heure, a aussi une réalité. Mais il faudrait donner une formation à cela. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de lire tout ce qui est électronique aujourd'hui. Les mots d'emploi, les ceci, les cela. Donc, il faut une formation à la base. De base. Aujourd'hui, c'est une réalité, mais la réalité, elle va se concrétiser puisqu'on a déjà recensé tout le monde. Et ensuite, il y aura une loi, parce que quand on parle du social, le 4e élément dont je faisais allusion, c'est la santé, oui, c'est la couverture d'assurance maladie. Donc, pour aller à cette arche, il faut impérativement passer par la loi, parce que la Constitution, en son article 98, dit que l'assurance et tout cela passe par une loi qu'il faudrait rapidement, après tout ce qui a été fait en ce qui concerne les recensements opérés pour déterminer qui sont les pauvres ou les plus pauvres. Parce que ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas concerné par les microcrédits, par l'assurance, par la formation, par l'assurance maladie. Donc, le recensement a été fait. Maintenant, il faut qu'une loi soit votée pour que cela soit une concrétisation, une réalisation, pour que cela puisse se faire. Et c'est en cela que je dis, le gouvernement s'y attelle. Si on peut vous assurer une pension de 15 000, une pension de 20 000 par mois, est-ce que vous savez ce que ça représente pour quelqu'un qui n'a rien? C'est toute une question de mécanisme. Et c'est ça que le gouvernement du président Talon voudrait faire pour ses compatriotes, dans l'intérêt de ce monde dont on dit qu'ils sont oubliés. Non, il ne les a pas oubliés. Assurer une pension suivant un mécanisme qui sera déterminé. Il en est de même de la maladie. Lorsque vous tombez malade, quelle est la préoccupation des uns et des autres? C'est la mort. C'est la mort. Je dis, quand un Béninois lambda
dans les campagnes, dans les villages, tombent malades. Faute de moyens pour Faute se de faire moyens. soigner. Or, aujourd'hui, le mécanisme leur permettra, lorsque ceux qui sont recensés, lorsqu'on arrivera à cette loi qui déterminerait les conditions dans lesquelles les choses se feront, avec son décret d'application, ceux qui vont en bénéficier seront couverts. Je vous dis, dans un pays comme le nôtre, c'est salutaire. Et rien que ces actions qui vont se réaliser, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, oui, il y a une volonté du gouvernement pour le social des uns et des autres. On pourrait également enchaîner avec le bail à usage d'habitation. Mais il en est de même. On connaît le coût du Le loyer bail, et tout vous le imaginez. processus dans notre pays. Aujourd'hui, c'est fou, monsieur Prévert. C'est fou. Vous allez vers un propriétaire pour louer. Il vous demande 1 an, 2 ans de loyer sans compter la caution. Voilà quelqu'un qui touche le SMIC, 40 000 francs CFA. Et vous demandez à cette personne qui veut louer votre appartement, 2 chambres, un salon, 2 pièces par exemple, disons 30 000 ou 20 000 ou 15 000, je n'en sais rien. Et vous lui demandez de vous payer 1 an de loyer, de vous payer 1 an de caution. Mais où est-ce que vous voulez qu'il trouve cet argent? Alors qu'il en a besoin il a besoin d'un toit. Les gens exagèrent. Et je vous dis, cette loi qui a été votée va dans l'intérêt des Béninois. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Béninois ont salué cette loi. Et c'est là où je voudrais que les gens comprennent que ceux qui ont permis le vote de cette loi, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. C'est les députés qui, au même moment où le gouvernement fait en ce qui concerne le social, à travers ces réformes, vous avez de l'autre côté les députés qui en font, toujours dans le même cadre, parce que tout converge vers le bonheur du Béninois. Et c'est en cela que je dis, nous sommes dans une période aujourd'hui où tout c'est-à-dire, c'est comment le Béninois sera heureux. Je crois que nous avions tous, c'est là où je voudrais, nous avions tous vu les rapports qui ont été déposés. Il faudrait que les Béninois le sachent. Mais ces sommes escroquées hier servent à quoi? Au développement, à la construction des hôpitaux, à la construction des routes, au bonheur des Béninois, à la cantine dont je parlais tout à l'heure. L'eau, puisque nous n'avions pas de pétrole, monsieur. Mais lorsque vous menez ces genres de réformes, les gens ne peuvent pas être d'accord avec vous. Ils ne peuvent pas, c'est pour ça que je vous disais... de continuer absolument, c'est pour ça que je vous dis... leurs anciennes activités. Pourquoi on dit haro sur le président Patrice Talon? Tout simplement parce que le président a mis fin à ces gabegies, ces escroqueries. Tout cela qui escroquait allègrement notre pays. Notre argent, l'argent du Béninois lambda, à partir de ces impôts qui servaient à un petit noyau, et ce noyau aujourd'hui qui continue à crier, il n'y a pas d'argent. Oui, l'argent qu'ils escroquaient, il ne peut plus. On a mis fin à ça. Et c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. Mais ça leur fait mal. Et ça leur fait mal. Ils ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent pas être contents, mais ça s'entend. Et c'est là où je dis, quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, je dis, à quel niveau situez-vous cela? Au niveau de ceux qui détournaient? Vous pensez que ça vous plaît? Ils étaient les seuls à profiter. Ils donnaient des miettes. Tout le monde en profitait. Je voyageais avec des gens qui, je vous dis encore, et j'en souffrais dans ma peau. Rien à voir avec le pouvoir. Mais tout simplement parce qu'ils sont l'oncle de quelqu'un, cousin de quelqu'un, maîtresse de quelqu'un, ami de quelqu'un, ils pouvaient se le permettre. L'argent, et ils voyageaient où? Dans quelle classe? Pas en éco. Première classe. Mais en business, s'il vous plaît. Et c'est en cela que je dis, ça, les gens ne critiquent pas ça. Aujourd'hui, vous avez plusieurs agences qui sont fermées de voyage parce que c'était leur agence de voyage créée pour escroquer. Mais tout ça, c'est fini, M. Prévert. Et cet argent reste dans votre poche, dans la poche de l'État, dans la caisse de l'État, pour, comme je viens de le dire, pour payer la cantine à nos enfants qui sont dans les communes, dans les villages. Pour payer, pour permettre l'accès à l'eau. Mais Jacques Migan, cette lutte contre la corruption que le chef de l'État mène depuis 2 ans, plus de 2 ans et demi, n'est pas forcément bien vue par les adversaires du régime qui estiment que cette lutte est une lutte à 2 vitesses, de poids, de mesure. Monsieur Prévert, qu'en dites-vous, vous qui êtes juriste? Je vous dis quelque chose. Quand le président Boni est arrivé aux responsabilités,
qui étaient interpellés, ce n'étaient pas ceux qui avaient servi ses prédécesseurs, ceux qui avaient servi le régime du général Mathieu Kérékou. Vous vouliez qu'on aille chercher ceux qui ont escroqué où? Le président Talon arrive aux responsabilités. Il soulève le couvercle et constate que ça ne va pas. Vous voulez qu'il aille chercher ceux qui ont escroqué où? Ben, ceux qui ont servi, qui viennent de servir. C'est là où je n'arrive pas à comprendre quand les gens disent pourquoi ceux-là et pourquoi pas les autres. Mais qu'est-ce qu'on... Les autres demain, ceux qui sont avec lui, s'ils se confirment qu'ils ont fauté, qu'ils ont triché, qu'ils ont volé, c'est imprescriptible. Ils en feraient aussi les frais. Mais pour le moment, les gens ont l'impression que c'est ceux qui ne sont pas avec le système qui sont poursuivis. Mais ils ne sont pas avec le système, ils sont poursuivis. Mais ils sont ceux qui sont dedans, qui sont en plein dedans. Alors c'est là où je dis, je vais vous donner un exemple. Je n'arrivais même pas à comprendre quand à un moment donné, on me parlait de députés qui proclamaient leur innocence et qui disaient « je n'ai rien fait ». Je dis « mais si vous n'avez rien fait, allez devant la justice vous-même, demandez avant d'y aller la levée de votre immunité. N'attendez pas que vos collègues aillent dans ce sens, puisque vous dites que vous êtes innocent. Mais nous sommes dans un domaine où il y a les preuves. Et c'est là où les gens ils comprennent très mal le président Patrice Talon. Le chef de l'État, avant qu'il ne pose un acte, ça veut dire qu'il y a des justificatifs. Ça veut dire qu'un audit a été fait. Un audit contradictoire a été fait. C'est-à-dire, c'est l'homme, avant de poser l'acte, il a les éléments de ce qu'il dit. Ce sont tous des garanties. Absolument, des garanties absolues. Et c'est le cas en ce qui concerne le Conseil des ministres. Lorsque ça passe en Conseil des ministres, ça veut dire que c'est prêt. C'est prêt. Je vous donne un exemple, par exemple, en ce qui concerne un ancien ministre des Finances, dont on a cité le nom en Conseil des ministres, à qui on reprochait quelque chose. Et c'est parti en Conseil qui a estimé, qui a saisi la Cour constitutionnelle, parce qu'on a évoqué son nom en Conseil des ministres sans évoquer le nom des autres. Et les gens disaient, ah, il a gagné parce que la Cour constitutionnelle, en son temps, a estimé, en évoquant l'article 26 de la Constitution, que nous sommes tous égaux. Donc, on ne peut pas citer les uns et puis ne pas citer les autres. Ce n'est pas qu'on... La Cour constitutionnelle n'a pas jugé, n'a pas dit que celui qui l'a saisi n'a pas fauté, n'a pas escroqué. A dit tout simplement, il faut aussi citer les autres. Mais la faute demeure. Bref, c'est pour dire quoi? S'ils n'ont pas commis, jamais on irait à poursuite. Qu'on dise pourquoi ceux qui ne sont pas du système. Mais vous auriez voulu, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, qu'on aille chercher qui? Alors, Maître Mikan, oui. Que pensez-vous de la levée d'immunité de certains anciens ministres par les députés au Parlement? C'est une première dans notre histoire. Vous savez, c'est ce que j'appelle la vitalité de notre démocratie. C'est la vitalité de notre démocratie. Une première en ce qui concerne les ministres, non. Puisque le ministre Adiou avait connu cela. Mais que cela se passe aujourd'hui, ce que je peux dire première, c'est par rapport à nos députés, parce qu'il faudrait faire évidemment, une distinction entre l'immunité et l'autorisation. En ce qui concerne l'immunité, ça va de soi. Puisque nous ne pourrions pas aujourd'hui crier, tous les Béninois sans exception demandent que l'on lutte contre l'impunité, la corruption. Et dans le même temps, lorsque un problème se pose, lorsqu'on constate que quelqu'un a fauté, quelqu'un a détourné, on a les éléments. Comment pourrait-on faire pour être certain que cela soit? C'est le juge. On est d'accord. Mais pour que le juge apprécie, il faut qu'il y ait la levée d'immunité. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui juge. Elle est là tout simplement parce que les gens ont dit, mais il y a une commission qui les a innocentés. Je dis, mais de quelle commission vous parlez? La commission est là pour apprécier, mais pas pour aller à une décision qui sera rendue. Elle ne rend pas une décision. La commission vérifie.
Mais celui qui a les moyens pour le faire, c'est le juge qui a demandé, ou du moins si vous préférez, le procureur qui a saisi le procureur général, qui à son tour a saisi le ministre de la Justice pour que l'on lève l'immunité afin qu'il s'explique devant lui. Je dis bien pour qu'il s'explique. Je parle de ces députés. Donc, oui. C'est là où les députés ont voté la levée d'immunité. Ils n'ont pas jugé. Ils ont plutôt rendu service à ceux-là en leur disant, puisque vous-même vous clamez votre innocence, allez vous expliquer. Et ce n'est pas une condamnation. Au contraire, c'est là où je dis, quand on dit une première, oui, c'est une première, mais c'est une première qui aurait dû se faire depuis longtemps. Parce que lorsqu'un député, un député est un homme qui doit être digne, qui doit être un modèle, qui doit être un, puisqu'il représente le peuple n'envoie pas des voyous à l'Assemblée nationale, des délinquants à l'Assemblée nationale, des bandits à l'Assemblée nationale, mais des gens dans lesquels ils se retrouvent. Mais lorsqu'il y a un problème qui se pose d'éthique à ce niveau, vous devez même prendre le devant et vous rendre devant qui a besoin de vous écouter. Et ceux qui parlent d'acharnement, mais qu'est-ce qu'on appelle acharnement? Non, c'est pas je viens de vous expliquer que nous sommes, c'est la vitalité de nos tests. Est-ce qu'on a fait cela sans les tests? Non. On a respecté les tests. Et c'est en cela que je dis la vitalité de notre démocratie. Parce que tout ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est par rapport aux tests. Je mets au défi celui qui dirait on a fait sans les tests. Que ce soit la création d'une juridiction, que ce soit la levée d'immunité, que ce soit l'autorisation à obtenir pour juger les anciens ministres, c'est le respect des tests que nous avions nous-mêmes choisi à travers le référendum qui a permis la constitution que nous avons aujourd'hui. Alors, la création de la Criette, oui. Cette fameuse cour qui fait, qui fait débat aujourd'hui. Non, ce que je voudrais dire aux uns aux autres, j'ai applaudi parce que... Quoi, la création de la Criette? Absolument. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'il avait été question de la révision de la Constitution, qui n'a pas été jusqu'au bout, au mois d'avril, la première révision sollicitée par le gouvernement. Lorsqu'on parlait des institutions, de la réforme des institutions, moi je demandais déjà, pour aller vite en besogne, pour montrer au peuple qu'il faut lutter contre l'impunité en sanctionnant. Pas seulement les ministres, mais aussi les délinquants, les fonctionnaires. Donc il fallait aller vers une cour, enfin une juridiction. Ça peut être un tribunal, ça peut être une cour. Je la voulais, cette juridiction. Malheureusement, cette révision n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que le Bénin n'invente pas. Nous n'inventons rien. On peut être pour la forme, on peut être contre la forme. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est aller vite en besogne. Parce que la Criette aujourd'hui a commencé déjà par rendre des décisions. Oui. Et nous vivons ces décisions. S'il se confirme que quelqu'un n'apprécie pas la Criette en sa forme, mais que cette personne saisisse la Cour constitutionnelle, que la personne, elle reflète de saisir la Cour constitutionnelle. Je ne vais pas ici porter des jugements, des critiques sur la Criette. Pourquoi? Parce que nous avons les juridictions habilitées, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. S'il se confirme que la Criette, dans sa création, les textes qui ont été votés n'ont pas respecté les normes, que ce soit tel article de la Constitution ou encore les traités comme certains semblent dire, mais qui saisissent la Cour constitutionnelle. Elle est là pour apprécier. Même si, entre-temps, elle avait déclaré la loi conforme à la Constitution. Il vous souviendra, dans ce même pays, M. Prévert, nous avions une loi sur le droit de grève. Je reviendrai tout à la Criette. Où, une première fois, la cour de Mme Ouinsou avait dit qu'on ne pouvait pas retirer le droit de grève. La cour présidée par le bâtonnier d'Osso a dit on peut retirer le droit de grève. En ce qui concerne, la cour présidée par Olo a dit on ne doit pas retirer le droit de grève. La cour présidée par Diogbenou a dit on doit retirer le droit de grève. Mais la cour présidée par le professeur Olo
en son temps, avait dit, on ne retire pas, encadré. Et qu'est-ce que les députés ont fait? Ils ont encadré. Ils ont pris les dispositions qu'il faut. Pourquoi je donne cet exemple? C'est par rapport à la criette. S'il se confirme que la criette n'aurait pas respecté à certaines normes, il revient à qui de droit? À la Cour constitutionnelle de faire, de le dire. Pas qu'elle va dire, faites ceci, elle ne va pas voter un texte de loi, mais elle renverrait à qui de droit, puisque c'est les députés, conformément à l'article 98, alinéa 6 de notre Constitution, qui sont habilités à voter un texte créant la juridiction. Donc, il reviendra de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais critiquer, comme j'entends certains le dire, je n'aime pas rentrer dans ces considérations. J'aime respecter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les normes. C'est-à-dire, si je constate que la criette, telle qu'elle est, n'est pas conforme, mais je saisis la Cour constitutionnelle avec des éléments probants de droit. C'est ça que je recommande aux uns aux autres. Ce n'est pas venir sur un plateau et me mettre à critiquer. Il y a aussi ces réformes politiques, notamment le nouveau code électoral, la charte des partis. Ça fait partie quand même des avancées qu'on peut mettre sur le compte du gouvernement. Je peux vous dire, M. Prévert, je salue l'action des députés, des parlementaires. Absolument des parlementaires. Parce que j'ai assisté, en ce qui concerne la charte des partis, avant d'aller au vote de cette loi, ils ont fait quelque chose que je souhaiterais qu'ils continuent. C'est-à-dire ils ont évité toutes les couches. Il y a eu un séminaire. Il y a eu un séminaire à Zalaï, où chacun a opiné, chacun a dit ce qu'il pense. Et j'ai retrouvé dans ce qui a été fait les arguments de certains, les observations de certains. Et c'est en cela que je dis, ils auraient pu, ils seraient restés à l'Assemblée nationale et aller au vote après le travail abattu par les membres de la commission des lois. Mais ils sont sortis de l'Assemblée pour aller vers le peuple, pour que le peuple dise, à travers les représentants de chaque entité. Et c'est en cela que je dis bravo à ces députés pour avoir fait cette démarche vers le peuple avant d'aller au vote sur la charte des partis politiques. Et cette loi n'exclut pas le multipartisme. Non, n'exclut pas le multipartisme. Mais à travers le code qui a été voté et qui a prévu un certain nombre de choses, je crois que c'est une avancée notable, une belle avancée pour notre pays. Et aujourd'hui, pour prendre cet exemple, deux exemples, on dit dans ce code électoral, M. Prévert, que pour pouvoir avoir des députés à l'Assemblée nationale, il faut impérativement que ce parti politique ait 10% du suffrage exprimé. Or, vous conviendrez avec moi que chacun se lève avec ses moyens financiers, alors qu'il ne représente que l'homme de lui-même, ou du moins son petit village, ou du moins son petit, et il arrive à être élu député. Il ne reste pas élu député dans l'intérêt du pays, mais dans son intérêt à lui, parce qu'il va se servir de ça pour monnayer tel poste, tel avantage. Vous voulez dire que pour prévenir ce genre de choses que vous dénoncez, oui, que la loi qui a été votée a été taillée un peu sur mesure, si vous voulez dire. Non, ce n'est pas taillé sur mesure. Elle a été votée dans l'intérêt du peuple béninois. Dans l'intérêt du peuple béninois. Moi, j'ai écouté les uns les autres, puisqu'il y a eu... ils ont interrogé les Béninois dans les rues, M. Prévert. Et tout ce que j'ai entendu, et vous-même dans votre l'ORTB, qui est la télévision des grands événements, vous l'avez fait. Et vous êtes allé à la rencontre des Béninois pour qu'ils se prononcent. Mais unanimement, ils étaient d'avis pour que le contenu, pour que ce code électoral soit... ils l'ont apprécié. Mais là où je vais en venir... Mais ceux qui critiquent les articles de ce code, ceux qui critiquent les articles de ce code, ceux qui critiquent les articles de ce code, je crois qu'il faudrait que nous transcendions nos intérêts personnels. Parce que la plupart du temps, c'est des gens qui vous disent, même au niveau de la mouvance, hier, comment je peux être là, avoir un parti qui existe depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et qu'on me demande aujourd'hui d'aller vers un regroupement, d'aller vers un parti unique.
Donc c'est là qu'on voit tout de suite que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple, mais c'est dans l'intérêt de celui-là qui est à la tête de ce parti. Qu'il soit PSD, qu'il soit PRD, qu'il soit phare, qu'il soit peu importe, ainsi de suite. Personne ici avant ne créait point de parti dans l'intérêt du peuple, mais c'est dans l'intérêt du responsable qui est à la tête de ce pays, qui a sorti l'argent pour créer ce parti et qui était omniprésent, omnipotent et qui dirigeait, qui disait allez faites ceci, faites cela. C'est ça qu'il ne faut pas. Alors que ceux qui font le travail sur le terrain, c'est le Béninois de base, c'est le militant de base, c'est pas eux. Et ils se servent du militant de base pour leur poche. Je trouvais ça minable et triste à l'époque. Et ce qui vient de se faire aujourd'hui, surtout lorsqu'on dit, je vous ai donné l'exemple de ce taux de 10%. Oui, 10%. Donnez-moi un exemple d'un parti de ce pays qui pourrait dire, je peux arriver à 10%. C'est le PRD? C'est le PSD? C'est le MADEP? C'est phare? C'est ABD? Aucun d'eux. Il ne peut pas. À moins d'aller à regroupement. Mais est-ce que les regroupements garantissent réellement cet objectif Je vais vous expliquer. Il faudrait... S'il advenait que même les regroupements n'arrivaient pas à couvrir les 10%, on fait quoi en ce moment, oui? Puisque les lois sont là, il suffit de mettre des garde-fous. Puisque quand on a 10%, on a dit 10%. Tout de suite, qu'est-ce qu'on a observé? Chacun est rentré dans le rang. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Sinon, vous pensez que le Béninois, égocentrique, cupide, allait accepter de laisser tomber son parti pour rentrer dans un groupement? Non. C'est parce que la loi a été claire, elle est votée, elle est promulguée. Et ils savent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et je vous avoue, j'applaudis. Mais l'objectif n'est pas deux blocs. Il faudrait un parti unique. Oui, parlant de la mouvance, bien absolument, évidemment. Parlant de la mouvance, comme les autres aussi peuvent faire la même chose. Parce que je ne conçois pas qu'on puisse dire à l'Assemblée nationale, on est ensemble, et sur le terrain qu'on se combatte. Oui, mais pour le moment, ils sont obligés d'aller vers deux blocs pour des raisons que vous connaissez, stratégiques. Stratégiques. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut tenir compte de tous les paramètres de chaque camp. Monsieur Prévet, je vais vous dire quelque chose. Les tests que nous avons en ce qui concerne le code électoral, il faut le lire. Vous ne pouvez pas faire alliance. C'est interdit. Alors, quand c'est interdit, pourquoi tournons-nous autour du pot? Il faudrait que les gens sachent que quand on est dans un parti, on joue la carte collégiale. On oublie son logo. On oublie son identité. Vous pouvez, dans le parti, avoir des courants, ce qui est normal. Vous prenez, par exemple, le Parti socialiste français, ou même d'autres. Mais il y a des courants au sein de ces partis qui se tirent dessus, entre eux. Pourquoi ne pourrions-ils pas, au sein du grand parti qui serait créé, pour accompagner les actions du gouvernement, du président Talon? Pour le moment, ils ont choisi ils ont choisi des blocs. Pourquoi pas? Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps, mais le temps presse. Parce qu'ils ont un délai très court, M. Prévert. Un délai très court pour le faire. Or, c'est là où je dis, dans le code, vous n'avez pas la notion de bloc. On a dit parti politique. Donc, si on dit parti politique, j'ai compris tout de suite. Peut-être que la notion de bloc est transitoire. Elle est transitoire, mais je vous dis tout de suite, parce que quand je vois dans un même bloc, dans un bloc où on me dit, moi j'irai avec mon logo, moi je serai celui qui y positionnerait. Je dis, mais de quoi on parle? On est dans quel monde? On vous dit d'être ensemble dans l'intérêt commun, dans l'intérêt général. Donc il n'y a plus d'intérêt personnel, c'est l'intérêt général. D'accord. Jacques Ligan, on va parler aussi des réformes sécuritaires. Oui. On l'a vu avec le président de la République, cette fusion donc, des différentes forces de sécurité, aujourd'hui dans la police républicaine. Et là-dessus, quand même, les résultats sont édifiants. Et c'est ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Parce que ce n'est pas un travail qui a été fait sur un coup de tête. On ne devient pas chef de l'État sans avoir au préalable vérifié ce qui va, ce qui ne va pas. Qu'on met dans ce qu'on appelle son projet de société. Et quand on est en responsabilité, il devient programme d'action du gouvernement. Or, dans ce domaine, c'est vraiment ce qu'il faudrait saluer aussi. Dans le gouvernement actuel,
c'est d'avoir suivi, analysé, constaté tout ce qui n'allait pas depuis un certain temps en matière de sécurité. Dans quel intérêt? Pour le Béninois. Ce n'est pas la sécurité pour nos gouvernants, c'est la sécurité. Parce qu'on ne conçoit pas qu'on puisse parler de police ou encore de gendarmerie dans les zones rurales, alors que les actions sont presque similaires. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce qui s'est passé à Craquet. Il y a encore quelques jours, quelques semaines, la rencontre, c'est-à-dire la réunion, ou du moins la conférence donnée par le responsable de la police républicaine et le responsable des douanes. Il faudrait, si vous voulez, des personnes civiles, pourquoi pas? L'essentiel, c'est qu'il y ait une fluidité et qu'on lutte contre l'insécurité. Parce que l'insécurité, ce n'est pas seulement au Niger, ce n'est pas seulement au Burkina, ce n'est pas seulement au Mali. Il est chez nous. Elle est chez nous, pour être beaucoup plus précis. L'insécurité est chez nous. Elle est chez nous. Donc, si elle est chez nous, il faudrait que nous puissions avoir les hommes qu'il faut en même temps au même endroit. Et le gouvernement est en train de faire quelque chose pour lutter contre cette insécurité. Oui. Ça peut venir du Nigeria, ça peut venir du Niger, oui. Ça peut venir de partout, même de la mer. Donc, il faudrait un renforcement des différents corps qui travaillent en symbiose dans l'intérêt du Béninois. Oui. Alors, Maître Migan, il y a eu également cette réforme dans le secteur pharmaceutique, avec cette lutte contre les faux médicaments. Pour une première fois, il y a eu quand même une meilleure organisation de la lutte. Et vous savez, ça a quand même c'est généré tout ça des que résultats. Je demande à mes confrères, M. Prévert, d'observer ce que le gouvernement fait. Dans quel intérêt? Ben, toujours du peuple. C'est que nous n'avions pas les statistiques. Il faudrait qu'il y ait une émission sur ça. Je suis à passer. Je suis déjà intervenu sur les faux médicaments ici, que j'appelle du poison. C'est du poison. Parce que le pauvre, n'ayant pas accès aux médicaments, qu'est-ce qu'il fait? Aux vrais médicaments dans les pharmacies. Mais il va vers les faux médicaments. Et le gouvernement a fait ce qu'il faut pour arrêter ce fléau. C'est un fléau. C'est des drogues. C'est du poison. Et je voudrais que nos compatriotes sachent que les gens s'enrichissaient sur eux en les envoyant à la mort. Il y a un autre élément, M. Prévert, que je voudrais quand même qu'on aborde. C'est les 18 milliards que le gouvernement vient d'investir dans l'université. Parce que nous avions entendu beaucoup de choses. Le gouvernement a augmenté, le gouvernement a suspendu, le gouvernement a fait cela. Il faudrait que nous cessions d'intoxiquer. Il faudrait que nous cherchions à comprendre. Il faudrait que le peuple, les parents sachent. L'objectif du gouvernement, c'est comme je le dis toujours, celui qui n'a pas les moyens. Il travaille dans ce sens. Mais curieusement, c'est ceux qui en ont qui intoxiquent, qui ne veulent pas que l'on sache ce que le gouvernement fasse et est en train de faire, ce que le gouvernement fait. Ils font tout pour étouffer cela, parce qu'ils savent que c'est bon, parce qu'ils savent que c'est juste. Et dans ce cadre d'université, les 18 milliards, c'est pour les allocations. C'est aussi pour permettre à certains qui ne peuvent pas accéder, qui puissent avoir les bourses. C'est dans quel intérêt? C'est pour nos jeunes. Mais malheureusement, vous avez des gens qui sont là à intoxiquer, à raconter ce qui n'est pas. Non, il y a 18 milliards qui sont réellement investis dans cette optique. Je n'ai pas les éléments sous la main, sinon je vous donnerai plus de détails sur ça. Bref, c'est pour vous dire qu'il y a une volonté réelle du gouvernement pour le Béninois profond, pour que le Béninois soit heureux, pour qu'il puisse avoir ses repas, pour qu'il fasse ses commerces, pour qu'il puisse aller à l'école, pour qu'il se fasse soigner, pour qu'il puisse bénéficier de l'électricité, pour qu'il puisse bénéficier de l'eau et pour qu'il puisse voyager tranquillement. Parce que quand il n'y a pas de route, M. Prévert, il n'y a pas d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Et l'enseignement aujourd'hui, il est pensé. Ce n'est plus
l'enseignement où quelqu'un se lève pour dire faites ceci, faites cela. Non. Il y a des commissions, des comités qui ont réfléchi. L'assainissement du sous-secteur. Absolument. Ouais. Donc, c'est une manière pour dire la pagaille, c'est fini. Et cette pagaille, vous l'avez retrouvée aussi au niveau de la santé, où on était à cheval et sur le privé, le public. Et sur le privé. Mais quand Maintenant, il a été question de choisir, est-ce que quelqu'un a quitté le public? Non. Monsieur Prévert. C'est parce qu'il savait ce qu'il faisait au détriment des malades, au détriment des pauvres, au détriment de nos parents qui n'ont pas les moyens. Et tout de suite, on va critiquer qui? Le gouvernement, en disant le gouvernement. Non. Arrêtons de cette intoxication. Et c'est là où je dis, c'est vrai que la chaîne des grands événements, où on est en train de nous suivre, je voudrais que, dépendamment de cette chaîne des grands événements, que chacun de nous, nous soyons patriotes. Je ne dirais pas honnêtes, pour reprendre ce qui se passe, pour dire ce qui se passe. C'est du nouveau. C'est du nouveau. J'ai toujours dit aux gens dans ce pays, nous avons connu plusieurs présidents de la République. Mais il y a deux qui, lorsqu'ils ont commencé les réformes, elles perdurent. Le président Zissou, il n'a pas fait longtemps au pouvoir, mais ces réformes qu'il avait entamées en son temps, perdues jusqu'à ce jour. Il en sera de même du président Patrice Talon. Parce que ce qui est en train d'être posé, je mets au défi celui qui pourrait dire demain, je vais remettre ça en cause, puisque c'est dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas dans l'intérêt du président Patrice Talon, ce qui se passe. Oui. C'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt des Béninois et des Béninoises. Et quand ça va dans l'intérêt des Béninois et des Béninoises, je mets au défi celui qui pourrait dire demain, je vais remettre ça en cause. Certains, comme nous l'avions dit au cours de cette émission, M. Prévert, ne s'y retrouvent point. Mais ils sont combien? C'est toute une minorité qu'on peut même compter sur les doigts d'une main. Vous avez le sentiment que la majorité est du côté du pouvoir, c'est ça? Ce n'est pas parce que la majorité est du côté du pouvoir. Il se passe un phénomène aujourd'hui, à moins qu'on soit aveugle pour ne pas voir, sourd pour ne pas entendre. Observez. On a commencé par les religieux. Quelle est cette religion aujourd'hui, dans ce pays aujourd'hui, qui n'applaudit pas les actions du chef de l'État, de son gouvernement? Quand on prend ceux qui sont les maîtres, les têtes couronnées, les gardiens de nos temples, ils applaudissent. Je dis bien, les spirituels, toute tendance, toute confession confondue. Je prends les têtes couronnées, les gardiens de nos temples. Maintenant, quand vous rentrez dans le Bénin profond, et non ceux qui sont à Cotonou et qui pleurent leur intérêt, ils sont, je vous le dis, pour le pouvoir. Vous avez dû faire un sondage, j'imagine. Non, ce n'est pas une question de sondage qui tient. Nous observons. Oui. Nous observons. Moi, j'aime ceci. Je n'aime pas faire sans éléments probants. Oui. Je n'aime pas faire sans éléments probants. Parce que vous ne pouvez pas permettre aux gens d'accéder à l'eau. Oui. Vous ne pouvez pas permettre aux gens de pouvoir manger à leur faim. Oui. Vous ne pouvez pas permettre aux gens de pouvoir demain bénéficier du savoir et le numérique, avec tout ce que ça comporte. Et les gens seront indifférents. Quand on interpelle les jeunes, ils sont heureux, ils sont preneurs. Oui. Et c'est en cela que je dis que ce soit l'électricité, que ce soit les emplois, que ce soit... Je vous dis, les gens sont heureux. Mais on me dira tout ce qu'on veut. C'est le... Qu'est-ce qui fait du bruit? C'est le tonneau vide qui fait du bruit, M. Prévert. Maître Jacques Migan, nous sommes au thème de cette émission. Je vous donne la parole pour la conclusion. Je remercie infiniment la chaîne des grands événements qui me permet de porter un jugement de valeur sur ce qui se passe. Applaudi en même temps par nos compatriotes. Je voudrais que le pouvoir garde le cap, parce que il est entré dans ce qu'on appelle les réformes que nous attendions depuis. Je remercie infiniment nos députés pour ce qu'ils font aussi dans l'intérêt du pays à travers les différentes réformes. La charte des partis, le code électoral et bientôt le financement des partis. Et je voudrais que nous n'adoptions pas, que les Béninois n'adoptent pas une position d'attendre pouvoir. Il faudrait que nous accompagnions
Ça peut être à travers des critiques, mais qu'elles soient constructives, puisque c'est notre pays, et que nous cessions de nous détruire, parce que nous en sommes champions. Nous n'avons que seul pays, M. Prévert, et ce pays que nous avons, il est en sécurité. C'est un pays réellement démocratique, et ce qui se passe ne se fait pas sans la loi, sans le respect de la loi, je veux dire, et nous gagnerons le pari. Merci Jacques Mégan, ancien bâtonnier et acteur politique qui est passé donc sur le plateau, l'invité du dimanche. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on prend le rendez-vous pour le dimanche prochain. Merci et à bientôt.